Bonjour, bon matin, bienvenue dans notre Expert sur le manufacturier intelligent, l'industrie 4.0. Je suis Frédéric Boeuf, je suis le vice-président communication et événements chez Prompt. Prompt, c'est votre organisation experte pour votre financement en R&D, en innovation dans le milieu des technologies et du numérique. Oui, un beau Expert ce matin et tout de suite, j'aimerais remercier nos partenaires qui nous permettent et qui nous soutiennent dans la diffusion et la diffusion de l'information pour que vous soyez le plus nombreux possible. Et ce matin, vous êtes plus près de 200 à nous suivre et on vous remercie d'être présents. Ces partenaires sont importants pour Prompt, le STIC, Métallus, Université de Sherbrooke, Productique Québec, le Santec, Investissement Québec, RIC, le REAI. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Mais bien sûr, il y en a d'autres. Et l'ADRIC, Livado, Québec Innove, Numana, le CQIC, le MILA, CRSNG, CIRELT et le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec. Merci beaucoup de nous soutenir. Merci à vous, de tous ces acteurs de l'innovation, de nous accompagner. Bien. 1, 2, 3, 4, 0, c'est pas le score de la dernière game du Canadien. On aura gagné certainement, mais c'est bien notre sujet du jour. Le manufacturier intelligent ou l'industrie 4.0, ça désigne la 4e révolution industrielle. L'industrie manufacturielle, ça ressemble plus au temps moderne de Chaplin, de Taylor, de Ford et même le modèle Toyota, c'est de l'histoire ancienne. Nous sommes en plein dans un monde fait d'intelligence artificielle, de 5G, de quantique, où le numérique rend l'instantané le productif une réalité. Les chaînes de décision, les chaînes d'approvisionnement, elles sont raccourcies. La robotisation, l'automatisation, la maintenance, le prédictif, l'ajustement de la chaîne de production d'approvisionnement selon plusieurs variables, les fournisseurs, la demande, forment un tout autre environnement dans lequel l'humain exerce son travail. Et d'ailleurs, pour accompagner cette révolution, il y a des nouvelles compétences, de nouveaux métiers qui apparaissent, et ça, c'est une chance pour le Québec. Ces nouvelles manières de concevoir le secteur manufacturier permettent, entre autres, de diminuer les coûts de production, d'obtenir une plus grande efficience, une plus grande efficacité, une plus grande productivité, mais aussi d'optimiser la consommation de ressources naturelles. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec nos invités. Notre premier invité, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, c'est Pierre-Laurent Boudrias. Pierre-Laurent Boudrias, vous êtes ingénieur conseiller manufacturier au STIC, qui a été fondé en 1987. C'est une association multisectorielle d'entreprises québécoises qui a pour mission d'améliorer la compétitivité des chaînes d'approvisionnement manufacturières afin de favoriser l'essor de notre économie. Vous êtes un ingénieur de formation, vous êtes conseiller manufacturier, comme je l'ai dit, auprès des entreprises du Québec et chaque année, vous effectuez des audits pour conseiller les entreprises à amorcer leur transformation numérique. Et c'est un peu de ce dont nous allons parler en introduction de ce webinaire. Pierre-Laurent, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais vous laisser la parole pour cette introduction à notre webinaire et merci d'être présent ce matin. Pierre-Laurent, vous m'entendez? Oui. Tout va bien? Très bien, merci. Parfait. Je vous laisse quelques minutes. Alors, bonjour. Merci, M. Boeuf. Merci à l'équipe de Prompt d'offrir à STIC cette tribune qui nous permet de présenter un état de la situation de l'intégration des technologies 4.0 dans les entreprises manufacturières. En tant qu'association d'entreprises manufacturières, STIC réalise à chaque année une vaste enquête, comme vous le savez, là, sur plusieurs sujets auprès de 500 entreprises manufacturières de toute taille, de tous les secteurs. C'est le baromètre industriel québécois qui en est à sa 11e édition maintenant. Notre équipe de conseillers réalise également des diagnostics dans les entreprises, notamment au travers de notre programme d'accompagnement aux entreprises Podium Transport. On a donc tiré quelques statistiques de là pour vous présenter l'état de la situation et que je vous présente à l'instant. Alors, si on veut changer la diapo, ça semble pas. Bon. Donc, premièrement, pour entreprendre un virage numérique, il est toujours bon d'avoir un plan. On voit que certaines entreprises manufacturières ont implanté des nouvelles technologies, mais il est bon de s'attarder au plan pour le positionnement de l'entreprise. Selon notre baromètre, il y a 47% des entreprises qui ont un tel plan stratégique. Selon nos enquêtes aussi qu'on mène dans les entreprises directement, c'est pas plus de 14% là, qui ont un plan
numérique ou une liste de projets en technologie de l'information, en technologie opérationnelle et qui ont une liste ordonnancée de projets pour savoir où aller si on veut. En anglais, on dit un roadmap, donc une démarche qui est concertée pour l'évolution de l'entreprise. Également, il est bon aussi de se rappeler d'où les entreprises partent. C'est-à-dire que pour exploiter la donnée, il faut avoir un système centralisé. Et puis, selon nos diagnostics qu'on réalise, c'est pas moins de 40% des entreprises qui n'ont pas de système intégré, justement, pour exploiter l'information. Donc, ils vont avoir des fichiers Excel pour pallier à toutes sortes de besoins, Et puis, même quand elles ont un système d'exploitation de leurs données, elles n'ont pas de logiciel intégré dans la majorité des cas. Donc, c'est seulement 10% des entreprises qui l'exploitent au complet, et au complet. Bien sûr, quand les entreprises vont entreprendre le virage numérique, elles vont se rendre de plus en plus dépendantes également face aux technologies. Donc, c'est quelque chose qui va devoir être géré au sein des entreprises. Pour être géré, bien sûr, l'idéal, c'est d'avoir des politiques et des procédures de sécurité qui sont en ligne avec les besoins de l'entreprise face à leurs obligations légales et contractuelles et autres obligations normatives si elles souscrivent à certaines normes. Donc, c'est seulement 13% des entreprises qui ont de telles politiques. Ceci dit, 65% des entreprises qu'on a sondées ont tout de même établi des pratiques pour contrôler leur sécurité et leur gestion des nouvelles technologies, ce qui en laisse tout de même 35% qui ont peu entrepris de choses, et ce qui pourrait représenter un risque. Si on regarde maintenant l'état de la situation en termes d'implantation de nouvelles technologies, on a sondé les entreprises cette année dans le baromètre, et ça depuis 2 ans, par rapport à 10 technologies qu'il est possible d'implanter, qui représentent également une progression normale dans les entreprises. Et c'est sans surprise là, qu'il y a plus d'entreprises qui ont entrepris de faire de la surveillance et du contrôle en temps réel de leurs équipements. Autrement dit, aller chercher de la donnée pour l'exploiter, qui ont une interconnexion avec certains équipements. Et à l'inverse, au niveau de tout ce qui s'appelle intelligence artificielle, configurateur de produits, prise de décision autonome. Alors là, c'est une très faible minorité d'entreprises qui ont implanté de telles technologies. Donc, qui se retrouvent dans le bas là, à 7 et 11% respectivement. Ce qui est bon à noter aussi, qui n'apparaît pas nécessairement dans ce graphique-ci, c'est les écarts entre les différents secteurs. Donc, les secteurs qui sont déjà hautement technologiques, comme le secteur de l'aéronautique, par exemple, représentent en moyenne entre 15 à 20% de plus d'implantation de nouvelles technologies que d'autres secteurs, comme par exemple l'agroalimentaire ou encore le secteur des ressources naturelles. Ça dépend également de la taille de l'entreprise. Les entreprises de plus grande taille ont bien entendu plus de moyens. Et puis, un autre facteur qui n'est pas à négliger, c'est la culture d'entreprise par rapport à l'innovation. Dans notre baromètre, d'autres données viennent nous démontrer que les entreprises qui ont plus tendance à innover dans tous les domaines ont aussi innové dans les technologies. À l'inverse, les entreprises qui n'ont pas cette culture d'innovation-là ont moins de technologies d'implanter et ont moins l'intention de le faire. Alors, en parlant d'intention, ça, ce sont les chiffres en bleu pâle. Il faut noter ici que les chiffres en bleu pâle représentent ceux qui ont l'intention de le faire dans la prochaine année. Ce sont des chiffres qui sont pré-COVID, donc ce sont des chiffres de 2019. Ce qu'il faut noter ici, c'est que par rapport à 2018, les chiffres entre les intentions et l'implantation réelle, qui sont en orange, on peut bouger. C'est donc dire que les entreprises qui avaient dit qu'elles le feraient dans la prochaine année ne l'ont pas nécessairement fait.
Alors, c'est donc dire qu'il y a certains obstacles qui sont réels ou perçus par les entreprises et qu'on peut aller consulter à l'instant. Dans les entreprises, particulièrement dans les PME, là, on évoque beaucoup le manque de temps, le manque de personnel qualifié ou encore le manque de connaissances. Il y a certaines difficultés aussi par rapport à ce qui a trait au retour sur investissement et au manque de financement. Bref, encore une fois, les obstacles à l'implantation dans les entreprises dépendent beaucoup de la taille de l'entreprise et de la propension des entreprises à innover. Donc, les entreprises qui veulent entreprendre ces changements-là auraient avantage à bien s'informer par rapport aux possibilités qu'elles ont. Et je crois justement que les conférenciers qui vont suivre vont pouvoir donner de bonnes idées, notamment une entreprise qui fait partie de notre programme Podium Transport, qui est membre chez nous. Alors, c'est Metallus qui va me suivre et qui a, elle, entrepris son virage numérique il y a déjà quelques années, qui possède également un plan d'affaires complet avec une liste de projets numériques et qui l'aide à poursuivre sa progression dans Exactement. Exactement, Pierre-Laurent, vous allez presque prendre ma place comme présentateur. Je vais peut-être vous laisser la main. Je vous laisse la main. Et j'irai boire un café, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup pour cette introduction. C'est extrêmement intéressant parce que plan stratégique, plan numérique, l'impact des données, on en parle souvent dans les questions d'intelligence artificielle, mais c'est très, très important. Et on voit effectivement qu'il y a une réticence à ce changement-là. Et s'il y a quelqu'un qui n'a pas eu cette réticence à ce changement, c'est effectivement, comme vous le disiez, notre prochain invité, Sylvain Audet. Bonjour Sylvain, j'espère que vous allez bien. Sylvain, vous travaillez chez Metallus depuis plus de 20 ans et vous avez gravi les échelons. Vous avez commencé comme représentant des ventes, développeur d'affaires. Et il y a 12 ans, vous avez fait le grand pas pour en devenir copropriétaire, co-actionnaire, président de l'entreprise depuis 8 ans. Et sous votre direction, Metallus a entamé une production numérique, une augmentation de la productivité. Je vais juste préciser que Metallus, c'est une PME en sous-traitance reconnue, spécialisée pour la transformation du métal en feuilles et l'assemblage mécano-soudé de l'acier, de l'aluminium et de l'acier inoxydable. Et donc, c'est important parce que vous avez engagé votre entreprise dans cette transformation, dans la voie de cette transformation, dans ce chemin, j'allais dire, parce que il faut se remettre en cause dans cette culture du changement que vous avez implanté. Et donc, ça va répondre un petit peu aux questionnements et peut-être aux résistances que vous avez vous-même rencontrées quand vous êtes rentré dans ce chemin-là. Bonjour Sylvain. Bonjour à vous tous. Je suis content d'être ici ce matin. Une belle présentation de ma part, de votre part pour Metallus et moi-même. Oui, effectivement, on a travaillé, on a commencé l'implantation numérique, comme on peut l'appeler, parce que quand on rentre là-dedans, on n'a pas nécessairement de mots où qu'on s'en va. Nous, chez Metallus, c'est parti un petit peu d'une vision que j'avais il y a quelques années. On a débuté pas mal en 96, même si Metallus a depuis les années 2000 une culture d'amélioration continue dans l'entreprise, dont Pierre-Laurent parlait tout à l'heure, qu'une entreprise qui passe au numérique, d'où habituellement, est une entreprise qui a une culture d'amélioration continue. Fait que nous, c'est parti d'une vision que j'ai eue dans les années 90, de voir mon usine sans papier. On imprime énormément de bons de travail pour faire un peu le travail qu'on fait. On a au-dessus de 1500 jobs différents dans une semaine, nous autres, qu'on peut passer. Alors, chacun avait un bon de travail qui pouvait représenter des fois 5 ou 6 pages. Alors, le premier était d'enlever notre papier. On voulait avoir des écrans partout dans l'usine. Je pense qu'on pourrait peut-être passer la petite vidéo. Exactement ce que j'ai. Une bonne description, oui. Absolument. Metallus, en fait, c'est une entreprise manufacturière qui existe depuis 1995. On se spécialise dans la transformation du métal en feuilles et d'assemblage mécano-soudé. On compte parmi nos clients de gros donneurs d'ordre, dont Ambulance de Mers, Microbird et Volvo. Le virage numérique a commencé par une vision de notre président qui voulait avoir une usine sans papier. En fait, on faisait déjà affaire avec Mercure pour un projet de gouvernance et d'amélioration de nos procédés, puis ils nous ont proposé de nous accompagner dans notre vision d'une usine 4.0. Mercure a déjà une technologie à nous proposer. C'est un logiciel qui s'appelle Synchro. Synchro, chez nous, ça nous permet de faire le pont entre notre système manufacturier et celui de la production, de connecter nos équipements et d'en collecter des données en temps réel pour faire afficher des indicateurs de production.
Le logiciel Synchro, ça nous a permis d'augmenter notre efficacité opérationnelle, de réduire les risques d'erreurs et les coûts et de traiter chaque semaine des milliers de bons de travail. Je dirais ce qui distingue Mercure, c'est leur compétence dans plusieurs domaines d'application et leur compréhension des besoins du client. En combinant nos technologies et notre expertise à celle de Mercure, ça permet à Metalus de faire preuve de leadership et à se positionner comme une entreprise à l'avant-garde dans un marché toujours de plus en plus compétitif. Donc on le voit là, Sylvain, vous avez choisi ce logiciel-là, Mercure, c'est important. Vous êtes engagé dans ce changement avec un plan stratégique et numérique. Comment vous y avez été amené à faire ça réellement? J'ai compris que vous avez eu ce changement-là déjà avec le papier, mais quand est-ce qu'à un moment donné, vous avez dit, OK, là, il faut qu'on arrive beaucoup plus dans l'automatisation et dans une forme de productivité beaucoup plus forte? Comme je disais, puis on le voit dans la vidéo, ça part un peu d'une vision de ce que j'avais d'une usine qui était sans papier, de dire parce que le papier nous emmenait quand même certaines problématiques chez nous, perte des jobs, quand tu arrives pour faire tes changements, mais la job n'est pas au bon endroit, ça amène beaucoup de contraintes au niveau planification. Alors ça, c'était nos premières choses qu'on voulait. En même temps, on voulait avoir des indicateurs en temps réel pour être capable de dire à nos employés, vous êtes dans les temps prévus, vous ne l'êtes pas. Au contremaître également, est-ce que vous avez vos employés ont de la difficulté? Ça devient difficile quand les gars ont 10-15 postes de travail à évaluer, puis que est-ce que chacun est dans le temps, est-ce que chaque personne n'a pas de difficulté ou pas. Alors, on voulait également être capable de voir notre usine en temps réel d'un seul clic, dans le fond, d'avoir des iPads ou un ordinateur, n'importe quoi, d'être capable de voir l'usine en gros avec des indicateurs, de dire, bon, mais le poste 130, qui est Pascal, mais lui, il y a de la difficulté, il est à 70 % de son temps, ou l'autre qui est à 130 %, que lui, il est au-dessus de ses données. Alors, c'est d'être capable d'être réactif en temps réel et non de lendemain de voir, bon, Pascal, je pense que ça n'a pas bien été à cause de quoi, mais là, au moins, on est capable de le voir directement sur la ligne de production. Puis, une drôle de chose, là, en passant, on est allé visiter Bombardier, BRP à Valcourt. Puis c'est exactement la vision que j'avais eue d'un système, sauf qu'eux autres en beaucoup plus gros que nous autres et mieux perfectionné, mais les idées sont les mêmes. Ils sont capables de voir les problèmes sur la ligne de production, d'être capables d'aller les voir en temps réel s'il y a un problème. Ils ont même des gens qui ont un chariot d'outils qui vont dépanner les postes pour pas que la ligne arrête. On n'est pas aussi loin que ça, mais l'idée est quand même là que mon usine doit fonctionner à la capacité qu'elle a. On a des délais de livraison à rencontrer, puis on se doit d'être performant parce qu'on faut faire des prix à nos clients qui sont compétitifs, alors il faut suivre nos choses. Ça, c'était les premières choses, d'avoir un dashboard vraiment qui est capable d'aider les superviseurs à mieux faire leur travail. En même temps, on voulait être capable d'avoir des instructions de travail qui sont en images, en vidéo, pour être capable de garder la rétention du savoir chez nous. Fait que ça, c'était une grosse chose qu'on notait que des fois, un employé est habitué de le faire. Bon, mais Frédéric n'est pas là aujourd'hui, on ne fera pas ce job-là parce que c'est lui qui sait comment faire. On voulait mettre ça sur papier au départ, mais après ça, on s'est dit, on va mettre ça en vidéo, on va mettre ça en images, puis on va être capable de suivre nos jobs comme ça. Puis ça, c'était une des idées également qu'on avait en arrière de tout ça. C'est reconnu que je suis un spécialiste de la feuille d'acier, donc il n'y a aucun problème. Et avec un guide comme ça, quelqu'un qui n'est pas un spécialiste est quand même capable de faire la pièce parce que ça lui décrit étape par étape, un peu comme un plan IKEA. Fait que c'est ce qu'on voulait emmener, d'être capable de dire si je perds un de mes employés, parce que c'est un peu le cas présentement, c'est de la guerre à qui n'aurait pas les meilleurs employés puis les garder. Alors, on s'est dit, au moins, on va être capable de pouvoir le former et de continuer de garder notre expertise. Puis en même temps, mais ça améliore la qualité puis la répétabilité de nos pièces au niveau de nos clients qui est très, très, très importante pour les grands donneurs d'ordre d'aujourd'hui. On voulait avoir des machines connectées pour être capable d'avoir du data, de tirer du data d'eux autres, d'être capable de prendre des décisions plus rapidement. On voulait être capable d'ordonnancer de façon automatisée. Fait qu'il y a plusieurs choses qu'on avait dans la tête, puis on s'est dit, on était à la tournée des chemins, à un moment donné, on a dit, bon, est-ce qu'on le fait à l'interne? Parce qu'on a quand même des TI qui sont fortes chez nous, puis on était habitué de développer nos propres logiciels et nos propres applications. Et on a décidé d'aller justement à l'externe. On a regardé ce qui se faisait sur le marché. Puis on a même trouvé, on a été chanceux, on a trouvé une entreprise un peu comme la nôtre qui vivait les problèmes un peu similaires, qu'eux ont fait un logiciel justement pour
eux, à l'interne, puis ils l'ont commercialisé par la suite. Là, on a regardé la majorité des choses qu'eux avaient comme problème, on avait les mêmes. Alors, on s'est dit, pourquoi réinventer la roue? On va essayer de prendre le même logiciel qu'eux. On a eu des visites, on a fait beaucoup de veilles technologiques au niveau de plusieurs entreprises à travers le Québec. Mais ce qui était difficile, il y a 4 ans, c'est qu'on commençait les premiers balbutiements là, au niveau du 4.0. Alors, trouver des entreprises qui avaient pris le virage était quand même assez difficile. Alors, on allait avoir différentes entreprises, puis on tirait certaines expériences à différents endroits. Et moi, j'ai une question pour vous parce que les gens nous écoutent là actuellement et puis il y a des entrepreneurs, des entreprises qui nous écoutent actuellement. Et on a vu dans l'étude précédente la question du retour sur investissement parce que vous avez dû investir dans des nouvelles machines, dans même de la formation, des nouvelles compétences, peut-être renforcer vos TI. Est-ce que vous vous y retrouvez? Parce qu'on a entendu quand même, il y a des résultats très nets dans la manière dont vous conduisez la chaîne. C'est sûr que c'est pas évident, c'est quand tu commences le projet. Est-ce que tu vas être capable de faire un ROI sur ce qu'on est en train de faire? Même les TI me posaient la même question. Sylvain, t'es sûr que ça va être rentable, ce que tu nous amènes à faire là? Ça va-tu nous emmener les gains qu'on veut? Au départ, il faut y croire parce que je n'étais pas capable en termes de comptable de dire ça va nous rapporter X dans X années. Alors, tu te lances là-dedans. C'est sûr que tu essaies d'aller chercher le maximum de subventions ou d'aide gouvernementale ou d'aide d'organismes comme on va pouvoir en voir tout à l'heure. Ces gens-là viennent nous aider à éponger un peu le montant qui s'annonce souvent plus élevé que ce qu'on avait toujours prévu au départ, là. Mais oui, on voit des gains. On a eu, je ne peux pas dire que c'était sans problème. On a eu beaucoup de murs à surmonter. On en a même toujours. On a été obligé même de faire des pas en arrière pour mieux réavancer. Mais je pense que dans la situation qu'on a présentement, c'est si on n'emboîte pas le pas. C'est pas combien ça nous coûte pour emboîter, c'est combien ça va nous coûter de ne pas le faire. Exactement. Est-ce que certains de vos donneurs d'ordre des grandes entreprises demandent par contre maintenant que vous ayez ce type d'installation aussi pour être en capacité de communiquer avec eux plus rapidement? On ne sent pas encore la pression venir d'eux parce qu'eux autres aussi, ils doivent faire le virage numérique. Puis parfois, on va peut-être même plus vite des fois que nos clients. Puis on a vu avec les années que c'est même nous autres qui leur apportent certaines solutions, puis en même temps d'être capable de grandir avec eux, puis avec leurs besoins qu'eux autres vont avoir éventuellement. Est-ce que par rapport au plan stratégique que vous avez monté, vous êtes en avance, vous êtes on time, et quelles sont vos prochaines étapes, là, votre prochaine vision pour les prochaines années de Metalus? Est-ce qu'on est en avance? On est en retard. On a connu une année un peu plus difficile l'an passé avec plusieurs contraintes avec les logiciels, plus la connectivité entre les logiciels. On a eu à faire quelques pas en arrière. On est revenu. Puis là, après ça, là, on a vécu quand même plusieurs problèmes au niveau de l'implantation avec les employés, la gestion du changement. Pourquoi je fais ça? Ça m'apporte plus de travail pour le moment. Fait que d'être capable de bien communiquer notre vision, d'être capable de bien faire comprendre aux employés qu'est-ce qu'on va faire avec ça. On a peut-être manqué à certains niveaux. C'était un des principaux obstacles, puis un obstacle qu'on vit encore présentement, qu'on a fait plusieurs rencontres avec eux, on a fait parler les employés, qu'est-ce qui vous agace dans ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Puis là, on est en train de refaire un peu la base pour mieux faire accepter ce changement-là aux employés. Si, comme on a des entrepreneurs qui nous écoutent là, donc si c'était à refaire, on vous disait on va revenir au début quand vous avez pris ces décisions-là. Quelles sont les choses que vous rajouteriez comme préparation précisément là comme conseil qu'on pourrait donner aux personnes qui nous écoutent? Peut-être pousser un peu plus la plateforme à choisir dans notre vision. On pensait avoir fait le tour. La plateforme est encore très bonne. On va l'utiliser, mais on ne l'utilisera pas pour toutes les sauces à laquelle on l'avait prévu parce qu'il y a plusieurs choses que le logiciel, ça tu t'en rends compte quand tu fais l'installation. Le logiciel est fait pour monter des bons de travail uniques pour chacune à chaque job qu'on a, mais nous, on ne peut pas se permettre ça. Nous, ce qu'on voulait, c'est d'envoyer massivement de l'information puis de faire une standardisation parmi notre custom. Ça a causé quand même beaucoup de problèmes au niveau de la conversion entre les systèmes.
D'accord. Et on parlait tout à l'heure du recrutement des talents, et puis c'est quelque chose d'important actuellement. Est-ce que cette nouvelle voie vers le 4.0 a changé aussi votre recrutement, la manière dont vous cherchez les personnes? Oui et non. Dans certains points, qui m'aurait dit qu'un jour j'aurais plus qu'un TI chez nous? Je l'aurais pas cru, mais aujourd'hui, c'est sûr que les TI sont de plus en plus importantes. Pourquoi? On se rend compte qu'au fur, dans les dernières années, toutes nos améliorations qui ont été le plus rentables et qui ont fait le plus évoluer l'entreprise, c'est ceux qui demandaient du numérique, qui demandaient de l'informatique, des applications concrètes. L'informatique est extrêmement puissant. Pour soi, faciliter les tâches, être capable de prendre les gens puis leur faire du travail à valeur ajoutée et non juste de l'entrée de données ou ces choses-là. Fait que c'est ce que ça a changé beaucoup le rôle de certaines personnes dans l'entreprise, dont notre personne qui imprimait les bons de travail maintenant est inspectrice sur le plancher en assurance qualité. Alors, tu sais, les rôles changent pour chacun. Passionnant. Ben, merci beaucoup. Ouais, je allô, oui? poser une question à Sylvain. Ben, pas de problème, Pierre-Laurent. Vous êtes en train de prendre ma place définitivement. Fais attention. Sylvain, quel est le rôle de votre responsable des TI exactement maintenant avec le comité de direction? Est-ce que c'est un rôle de soutien ou est-ce qu'il est invité justement à vos réunions? Vous avez vu mon directeur des TI tantôt, c'est lui qui parlait là, au niveau de la vidéo. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Écoute, José est sur le comité de direction avec nous, fait partie, prend activement là, place aux décisions de l'entreprise, fait partie des planifications stratégiques avec nous. De toute façon, beaucoup de nos employés, on fonctionne beaucoup en petite équipe ou en comité justement pour faire avancer les choses. Mais oui, nos TI, je vous dirais, chaque personne est importante, mais ça fait partie d'une des personnes les plus importantes chez Métallus, je crois. Merci beaucoup, Sylvain. On va vous retrouver de toute façon à la fin du webinaire parce que nous avons des salles virtuelles dans lesquelles vous allez pouvoir rencontrer tous nos conférenciers accompagnés de nos experts de chez Prompt. Donc, vous allez pouvoir leur poser toutes les questions parce que je sais qu'on pourrait passer des heures à discuter avec vous tous et on malheureusement les a pas, mais vous allez avoir ce privilège ensuite, vous les personnes qui nous écoutez, d'aller avec eux. Notre prochaine invitée, c'est Hélène Mosconi. Vous êtes professeur à l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup d'être présent avec nous aujourd'hui, Hélène. Et vous êtes responsable du microprogramme GIM, Gestion Intelligence Manufacturière, à l'Université de Sherbrooke, comme je l'ai dit, co-directrice du groupe de recherche intelligilab.org et cofondatrice du Centre d'excellence CGMI. Et notamment, vous êtes professeur à l'école de gestion de l'Université de Sherbrooke. On a toujours besoin de chercheurs, de professeurs pour nous décoder les choses. Et chez Prompt, on est toujours très heureux de collaborer avec les universités et les chercheurs, comme vous le savez. Bonjour Hélène, j'espère que vous allez bien. Merci d'être avec nous. Je vais vous poser une question en introduction. Quels sont les enjeux de la transformation numérique? Alors, merci beaucoup, M. Bove, pour cette introduction. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui avec ces beaux groupes d'intervenants et aussi par cet événement qui est organisé par Prompt, tellement important de penser à regrouper l'écosystème autour de ces défis et de ces enjeux liés justement à la transformation numérique. Alors, pour répondre à votre question, je pense que je vais avancer dans mes slides puis présenter un petit peu la compréhension qui nous a motivés à développer, à créer un groupe de recherche qui s'intéresse à la transformation numérique et à l'industrie 4.0. Alors, comme vous avez bien entendu, je suis professeure à l'école de gestion et on a été longtemps interrogé qu'est-ce qui fait une prof à l'école de gestion intéressée à la transformation numérique, à l'industrie 4.0. C'est un axe qui est plutôt lié au monde de la gestion, de l'ingénierie, en fait. Mais on s'était préoccupé beaucoup sur les notions de comment on gère une organisation qui se transforme. Parce que quand on parle de la transformation numérique, justement, il faut se préoccuper des différents enjeux qui cette introduction technologique va amener au milieu organisationnel. Et donc, pour mieux comprendre ça, on est allé parler aux
entrepreneurs, on est allé parler à des intervenants de ces domaines-là et nous avons pu comprendre donc que plusieurs personnes dans les milieux avaient une compréhension limitée sur c'était quoi ces phénomènes-là de l'industrie 4.0. Aussi des difficultés dans la compréhension de sa mise en œuvre. Donc, comment on fait pour effectivement mettre ça en place? Même chose pour ce qui est en lien avec les risques. Donc, tant les risques d'introduction de nouvelles technologies dans les organisations, comme aussi des risques vis-à-vis au retour sur les investissements. Nous avons aussi pu identifier un enjeu majeur en lien avec les capitals humains, donc les compétences et les différentes compétences nécessaires pour cette transformation. Et les gens nous ont aussi mentionné un besoin de mobilisation de l'écosystème. Et donc, vous voyez que ces enjeux-là qu'on a pu identifier, ce sont des enjeux qui ont été mentionnés tant par Pierre Laurent au niveau de l'ESTIC, au niveau de la compréhension de ces sondages qu'il les a apportés, mais aussi par Sylvain dans son expérience chez Métallus. Donc, je trouve que c'est quand même assez impressionnant comment ces enjeux-là se recroisent et puis on voit des exemples vivants de ces difficultés, de ces défis. Donc, nous avons... est-ce que je pourrais changer de slide? J'essaie de trouver la place. Ah, merci beaucoup. Donc, au Québec, on a pu aussi, au niveau de certaines études, identifier des enjeux liés à la productivité du secteur manufacturier, comment on vivait une concurrence importante au niveau de pays à bas salaire, puis aussi en lien avec les difficultés d'exportation manufacturière, puis les manques des travailleurs aussi, donc la pénurie de main-d'œuvre. Alors, bien sûr que ces constats-là sont avant COVID. Avec les COVID, nous avons des enjeux qui sont encore d'autres ordres, qui viennent se rajouter à ces enjeux qui existaient déjà. Donc, nous nous sommes penchés à mieux comprendre comment identifier des pistes, des solutions pour les organisations qui sont dans ces milieux-là et qui veulent se transformer, qui veulent profiter donc de ces opportunités apportées par les technologies pour mieux réussir et aussi garder sa pérennité. Donc, nous avons plusieurs préoccupations en fait, des pistes et des solutions qui nous ont amenés donc à orienter nos projets à des notions liées à la stratégie de la transformation numérique. Et je pense que la présentation de Sylvain mettait en évidence cette importance de bien garder les liens avec la direction de l'organisation, la vision du gestionnaire, l'alignement stratégique entre les gens de TI et les gens de la direction, de savoir où on s'en va et comment on organise nos interventions. Bien sûr aussi s'y préoccuper à la création de valeur attachée à la transformation numérique. Puis aussi, on va parler des enjeux des compétences et des humains et aussi donc d'une vision propulsée par les numériques auprès des organisations. Donc, ce sont nos constats, nos enjeux et les besoins des pistes de solutions que nous avons pu identifier jusqu'ici. Donc, on le voit bien, ça demande une vraie culture du changement. Ce que l'on peut comprendre et de la transformation numérique du Québec. Et on sait que actuellement il y a une vraie push à donner à cette transformation numérique et qu'il y a forcément des résistances. Il y a une reconfiguration totale de la gestion, du management interne dans le manufacturier actuellement. Mais j'ai une question à vous poser en particulier, Hélène, c'est l'importance de la recherche collaborative justement dans cette transformation numérique du Québec là. À quel niveau, quelle est-elle cette importance-là? En fait, elle est cruciale, je crois, fondamentalement à la collaboration. Et donc, c'est pour ça que je présente un petit peu l'orientation de notre groupe de recherche qui est vraiment d'être ces catalyseurs-là transdisciplinaires. Comme vous avez bien mentionné, les enjeux sont de différents ordres au niveau de l'organisation, les besoins de changement.
Donc, comme vous voyez ici, le groupe de recherche, donc notre mission, c'est d'être un catalyseur transdisciplinaire d'innovation vers la réalisation de projets collaboratifs, donc en réponse à ces défis-là pour les organisations, mais notamment les PME qui ont besoin d'aide peut-être un peu supplémentaire si on compare aux grandes entreprises. Et donc, pour avancer au niveau des connaissances, nous visons vraiment les valeurs humaine, collaboration, transdisciplinarité, holisme et durabilité. Et vous voyez que même au niveau de la direction de notre groupe de recherche, nous avons aussi pris une orientation multidisciplinaire. Donc, prochaine diapo. Et là, on voit donc des professeurs qui sont en gestion des technologies d'affaires, des professeurs en gestion des opérations, en ressources humaines, en comportement organisationnel lié aux opérations, mon collègue Pierre-Luc Fournier, et aussi en comptabilité. Donc, les enjeux qui vivent les organisations doivent être regardés par une multitude de compétences différentes, donc des regards différents. C'est aussi pour ça que nous avons tissé un réseau de chercheurs collaborateurs qui viennent apporter des regards différents et aussi branchés à l'international pour qu'on puisse apprendre avec les gens qu'est-ce qui se passe dans leur pays, puis se comparer et mieux faire avancer. C'est à ce niveau-là que nous avons donc recruté plusieurs étudiants gradués. Nous avons en ce moment une quinzaine d'étudiants au doctorat, 4 étudiants à la maîtrise, puis des stagiaires internationaux qui nous aident donc à développer différents projets qui sont en fait, il y a une liste des projets que je pourrais discuter plus en détail par la suite avec les gens dans la salle qui est réservée à ça, si on passe à la prochaine diapo. Donc, nos axes de recherche, je pense que je vais passer, j'ai déjà mentionné à voix haute avant d'arriver. Alors, nous avons donc la liste des projets ici. Ce sont des projets qui nous ont motivés à y aller vers l'écosystème vraiment. Et donc, à travers ça, nous avons 4 initiatives majeures. Ces initiatives majeures sont donc la création d'un centre d'excellence en gestion et entreprise de l'entreprise manufacturière innovante en partenariat avec Productique Québec, qui va parler tout à l'heure aussi, avec Sherbrooke Innopole. Donc, nous avons constitué un centre d'excellence qui vise toujours, en fait, aider les entreprises à innover. Puisqu'à l'université, nous sommes plus en amont dans le développement des projets, nous avons besoin des gens qui continuent cette démarche vers les milieux en apportant la vision plutôt du transfert technologique. C'est pour ça que ça fait un beau continuum dans notre collaboration avec Productique. Nous avons aussi cette initiative au niveau du Supply Chain 4, donc dans nos partenariats avec nos collègues à l'international, la réalisation des symposiums et des événements qui nous permettent donc de partager des résultats de recherche et d'apprendre avec nos collègues. Nous avons aussi des initiatives au Québec dans le but de réunir différents intervenants au niveau des 8 universités au Québec. Donc, on a vraiment misé sur la rencontre des différentes compétences, tant techniques qui plus, on va dire, de soft skills au niveau de la gestion pour pouvoir adresser des enjeux liés à l'innovation liée au 4.0. Donc, nous parlons ici du réseau Innovation 4. Donc, vous voyez, on parle des chercheurs qui viennent de Concordia, DTS, Université Laval, McGill, Polytechnique, Université de Sherbrooke, l'UQAM et aussi UQTR. Donc, nous faisons vraiment un ensemble des profs qui mobilisons nos compétences dans le but d'aider les gens. Et une dernière initiative à notre université, c'était la création d'une formation spécialisée, donc un micro-programme de 2e cycle pour aider à former et à créer des compétences au Québec dans la gestion et l'intelligence manufacturière. Par ailleurs, je pourrais vous donner plus d'informations par la suite. Nous avons des séances d'information qui s'en viennent. Nous avons plusieurs partenaires, donc Productique Québec, le Cégep de Sherbrooke, différents groupes. J'aimerais parler en particulier d'un projet qui est financé en ce moment par un programme qui s'appelle Alliance de CRSNG, auquel on soumet aussi une demande, on a soumis déjà en fait une demande à prompt. Donc, ça vient vraiment illustrer qu'est-ce que tout cet écosystème peut offrir aux différentes entreprises
dans le but de créer des innovations en partenariat qui relient l'université, donc les chercheurs universitaires, les entreprises et aussi des organismes du milieu. Donc, nous avons un financement pour travailler avec une entreprise qui s'appelle Horizon, qui développe de la réalité augmentée au Québec. Oui. Et donc, ce financement a été accordé par, le CRSNG. Et nous avons donc maintenant l'appui, nous sommes en attente de l'appui du prompt dans le but de constituer et de développer cette technologie qui va être mise en place. Je suis certain que cette attente ne sera pas trop longue. Excellent, alors, bonne nouvelle ce matin. Et nous avons aussi l'occasion de travailler avec Produtic et ses partenaires pour le déploiement. Donc, c'est vraiment un réseau de collaboration que nous sommes en train d'établir. Nous sommes très heureux de ces soutiens-là et de l'opportunité. Donc, je suis contente de pouvoir parler de ces possibilités qui s'offrent pour les différents entrepreneurs au Québec. Alors, merci beaucoup, Hélène. Merci beaucoup, Hélène, pour ça. Vous avez rappelé une chose importante et on le voit par rapport au réseau des universités. C'est l'ensemble du Québec qui se mobilise parce que ça concerne toutes les régions du Québec, l'industrie manufacturière. Il faut quand même le rappeler et c'est très important. C'est un changement de paradigme multidisciplinaire, multisectoriel. C'est aussi ça qui est passionnant. Et vous m'avez aussi fait une belle transition. Alors, on a vraiment des intervenants aujourd'hui incroyables. Vous êtes à la fois professeur puis présentatrice, donc vous voyez, multidisciplinaire comme vous devez venir, et que j'accueille Vincent Thomasset. Vincent Thomasset, vous êtes de Productic Québec, comme nous l'a dit Hélène. Vous êtes diplômé de l'École polytechnique de Montréal en génie mécanique, avec plutôt une orientation vers la fabrication. Et vous avez des années d'expérience chez Pratt & Whitney, Canada, et ça vous a permis d'acquérir différentes expertises du domaine manufacturier. Et actuellement, vous êtes coordinateur à la recherche au développement chez Productic Québec, chargé de plusieurs mandats dans la transformation numérique, tant au niveau de la sensibilisation que dans la réalisation de plusieurs audits Industrie 4.0, la rédaction de plans numériques associés. On a beaucoup parlé de plans numériques. Donc moi, pour commencer, c'est exactement Productic Québec. Comment vous travaillez? Comment vous aidez les entreprises en particulier? Vincent, bonjour, bon matin, je vous laisse la parole. Bonjour, merci M. Beauve, excusez. Merci aussi aux autres intervenants qui ont fait une belle mise en bouche là, qui permet de bien positionner le travail autant de Productic que des autres intervenants qui viennent après nous. Donc, j'aime bien le témoignage de Sylvain Audet qui nous a vraiment fait ressortir des points que je trouve importants de ramener. Le premier, c'est au niveau du retour sur l'investissement d'un projet numérique qui n'est pas toujours clair au début. Et je pense que des témoignages comme celui de Métallus est super important pour aider les PME à embarquer dans le virage numérique. On a beaucoup travaillé à dire qu'est-ce que c'était Industrie 4.0, qu'est-ce que c'était les outils numériques, mais des témoignages de personnes qui l'ont intégré et qui en ont vu les bénéfices. Je pense que c'est là qu'on est rendu au niveau des PME québécoises, d'avoir des histoires à succès. Donc, merci aux organisateurs de cet événement. Ce qui est ressorti aussi d'intéressant, c'est que ça doit être des projets technologiques. C'est vraiment l'humain qui est dans l'adoption. Donc, c'est vraiment l'humain qui va décider ou pas d'utiliser la techno. Et ça, c'est très important. Et aussi, il nous a fait part de l'ouverture à l'externe. Donc, comment, pour réaliser des projets de transformation numérique, on a besoin de tout l'écosystème pour venir nous appuyer. Puis je pense qu'on a beaucoup d'intervenants qui vont aider là-dessus. Donc, je pars avec ça, puis j'explique un peu comment on peut venir appuyer les initiatives en transformation numérique. Productic Québec, voilà. On fait donc dans la transformation numérique, notre domaine d'application, c'est tous les logiciels appliqués au domaine manufacturier, que ce soit les systèmes ERP, MES, CAO, FAO, automatisation industrielle. On fait partie du réseau Synchronex et c'est pour ça que j'ai mis la diapo ici. On est 59 centres et chacun a son expertise propre. Et on a regroupé les 14 CCTT dont les champs de compétences s'orientent autour de la transformation numérique dans ce qu'on a appelé l'escouade numérique Synchronex. On parlait tantôt d'ouverture à l'externe, d'aller chercher des compétences spécialisées. C'est la même chose, c'est la même chose qu'on a fait dans ce regroupement-là. On a regroupé les CCTT dans le numérique
pour être capable de faire des projets qui sont plus étoffés, pour aller chercher de l'expertise de pointe. Admettons, Productique Québec, on fait un projet qui implique des robots, ben, on va travailler sur tout la communication avec le robot, mais le développement de la robotique en tant que telle, c'est le CRVI de Lévis qui s'en occupe. Donc, ce regroupement-là permet d'aller chercher des compétences à l'externe, ce qu'on prône, d'aller chercher des spécialistes, ben, on le fait au niveau de Synchronex, au niveau des CCTT. Donc, c'est quelque chose qui est important. On prêche ce mode de travail, ben, on fait la même chose, que ce soit entre les CCTT, mais aussi donc avec IntelliLab, avec le CEGEMI, et aussi avec d'autres projets où ensuite on fait de la passation du projet vers des personnes qui sont au niveau des intégrateurs et au niveau aussi de start-up. Donc, c'était la petite parenthèse. Pour ce qui est de la démarche, ben, ce qu'on voit beaucoup, puis c'est important ici, c'est qu'il y a beaucoup de monde au niveau des données qui vont collecter des données et qui veulent tout de suite passer à valoriser la donnée. Donc, ils se disent, j'ai plein de données, j'ai 50 données, là, je vais mettre de l'intelligence artificielle pour faire ressortir les problématiques, etc. Mais ils sautent les étapes intermédiaires qui sont si importantes. Donc, c'est bien de collecter des données. Il faut savoir les conserver au bon endroit dans une base de données. Ensuite, les organiser pour que ce soit facile d'accéder aux données et être capable de les partager pour ensuite être capable de valoriser. Donc, souvent, on essaie de sauter ces étapes-là. On ne fait pas une bonne préparation du projet. Et ce que ça fait, c'est qu'on essaie de valoriser des données qui ne sont pas de qualité, qui sont manquantes, qui ne sont pas bien structurées. Et notre projet de valorisation de données, il ne réussit pas à atteindre son plein potentiel. Donc, c'est très important, la préparation, de s'assurer d'avoir la bonne structure de données, les bons logiciels pour partager les données et valoriser les données. Donc, ça, c'est un petit élément important. Donc, ça se passe beaucoup dans la préparation des projets. Parce que ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment d'avoir une belle structure d'entreprise. Et ça, c'est des vœux pieux, là. Donc, on a l'Internet des objets, les IoT, on fait de l'acquisition de données, on fait du traitement de signal, on fait de l'info nuagique. Ensuite, on veut mettre de la science des données là-dessus. Donc, on veut mettre des algorithmes, on veut faire de l'apprentissage machine, on veut sortir des statistiques. Pourquoi? Pour faire des applications en intelligence d'affaires, BI, ou en intelligence artificielle, AI, pour créer de la valeur dans l'entreprise. Mais en fait, ce qu'on voit plus souvent, c'est vraiment ce genre d'architecture-là où les données sont disséminées un peu partout. C'est difficile d'aller les chercher en temps réel. Il faut faire des manipulations. Il y a un humain qui doit transcrire les données d'un système à l'autre. Ça, c'est difficile ensuite d'aller chercher donc cette donnée en temps réel, de valoriser la donnée. Donc, ce à quoi on travaille beaucoup présentement en Productique, c'est d'amener les entreprises à structurer leurs données, à créer de la valeur, donc de partir de cette intégration de systèmes complexes et de commencer à rationaliser, de mettre des pièces de casse-tête pour venir régler certaines problématiques, pour venir bâtir l'écosystème d'information de l'entreprise qui est la 4e étape avec le casse-tête. Et là, il faut remarquer qu'on n'a pas fait un gros morceau de casse-tête en disant voici la solution magique pour l'entreprise. C'est un assemblage. La majorité des PME avec qui on travaille ont déjà des systèmes en place, ont déjà des systèmes avec lesquels il faut travailler. Il faut faire cet assemblage-là. Il faut créer cette cohérence entre les différents morceaux de casse-tête de l'entreprise. Donc, c'est ça le vrai défi. C'est pour ça qu'on fait les plans numériques. Pierre-Laurent en a parlé au début. Le plan numérique, ça aide à voir quels sont les morceaux de casse-tête qui me manquent dans mon entreprise pour créer de la valeur, pour atteindre mes objectifs d'affaires. Eh bien, ce plan numérique-là va venir à dire, il y a des besoins de gestion, il y a des besoins d'intégrer des technologies. Soit les technologies existent déjà, donc on fait appel à des intégrateurs qui nous aident à intégrer ces technologies-là dans l'entreprise. Soit elles n'existent tout simplement pas, auquel cas, là, il faut faire des projets de recherche appliquée. Et là, on va chercher des spécialistes, on va chercher des chercheurs et on monte des projets qui peuvent être appuyés par Prompt, qui fait un levier super intéressant pour enlever le risque autour du projet. Évidemment, au bout du projet, on va avoir un prototype fonctionnel. Donc, c'est quelque chose qui fait une preuve de concept dans l'environnement manufacturier de l'entreprise. Ça va prendre des intégrateurs privés pour venir faire une industrialisation du projet de recherche en technologie, ou si c'est prometteur, d'avoir une spin-off ou d'avoir une start-up qui va prendre cette preuve de concept et qui va en faire un produit industriel et supporté. C'est pour ça que tout l'écosystème est super important parce que nous, Productique, on peut vous amener jusqu'à des choix technologiques, des prototypes fonctionnels, mais ça prend les personnes du REAI, de Centec pour venir prendre ces
technologies prometteuses, ces opportunités-là et en faire des produits commerciaux pour venir appuyer les entreprises comme celle de Sylvain Audet. C'est un peu là où on se positionne dans l'écosystème. Et puis, je vais passer la parole aux autres pour faire la continuité dans cette innovation. Merci beaucoup, Vincent. C'est très clair et on voit vraiment que c'est un chemin où il faut être résilient, j'allais dire, une fois qu'on y est engagé, capable de collaboration, mais l'innovation va avec, de toute façon. Et puis, vous l'avez très bien dit. Puis, on va vous retrouver avec Ginny Plourde, qui est notre directrice des programmes développement des affaires chez Prompt. Moi, quand j'ai besoin de savoir comment on va financer des entreprises, des manufacturiers, des organisations pour encore plus collaborer, je me tourne vers Ginny. Voilà, donc petit vidéo. Chez Prompt, ça fait depuis 2003 qu'on catalyse, accompagne, finance les projets les plus innovants dans le monde du numérique. On est vraiment à l'avant-scène de la révolution des technologies de l'information dans la société québécoise. Chez Prompt, on propulse l'innovation collaborative. Depuis sa création, Prompt a financé plus de 250 projets de recherche et développement de chercheurs et d'entreprises qui travaillent ensemble. C'est 66 millions investis dans des projets innovants en intelligence artificielle, cybersécurité, informatique quantique, UX, recherche opérationnelle, blockchain, ville intelligente, industrie 4.0 et tellement plus encore. Vous savez, la meilleure façon d'innover, c'est de faire collaborer la ligne de front des entreprises avec les meilleurs experts, les chercheurs académiques. C'est vraiment de cette rencontre que naissent les technologies qui font vraiment une différence. Merci beaucoup, vous avez compris. Merci pour Luc Sirois aussi, notre DG. Salut Frédéric. Salut Luc, ça va bien? C'est extraordinaire les présentations jusqu'à présent, ces partenaires-là, ces exemples-là qu'on voit aujourd'hui, tant au niveau de l'innovation et que de la transformation numérique, les ressources disponibles. C'est extraordinaire, Frédéric, n'est-ce pas? Oui, exactement. Est-ce que Ginny aussi est avec nous? Lui faire un coucou oui, parce je suis que là. Bonjour Ginny, parce que je t'ai annoncé tout à l'heure, puis on t'a pas vu à l'écran, donc c'est quand même extrêmement dommage. Quelques mots sur le programme PSO, Ginny? Oui, je vais faire ça quand même assez rapidement, mais je ne veux pas vous encombrer de pourcentages et de chiffres et tout ça. Ouais, mais tu proposes de l'argent, donc je pense quand même que ça encombre rien du tout. Exact. Donc, sans rentrer dans le détail de ce tableau-là, c'est juste pour vous mentionner que chez Prompt, lorsque vous travaillez avec un chercheur académique, comme Productique par exemple, vous pouvez faire x4 sur vos sous. Donc, chaque dollar investi, vous pouvez aller chercher jusqu'à 4 dollars du côté du public. Donc, une partie avec un centre de recherche et l'autre partie provient de nos programmes de notre côté chez Prompt. Moi, je vais vous faire un petit jeu de mémoire aujourd'hui. Je vais vous proposer de vous rappeler d'une chose. Chez Prompt, peu importe le domaine d'activité que vous êtes, peu importe si vous êtes une entreprise ou un chercheur, on a sûrement un programme de financement qui peut vous aider dans vos innovations technologiques. Alors, n'hésitez pas à venir nous voir dans la salle de réseautage tout à l'heure, puis on saura répondre là, à vos questions. D'ailleurs, on voit très bien en arrière de Luc tous les secteurs d'activité dans lesquels Prompt peut cofinancer. Oui, puis c'est tous des secteurs. Ginny est là pour vous, Frédéric est là pour vous. Il y a toute une équipe chez Prompt qui sont là pour vous aider à travailler avec les organismes que vous voyez aujourd'hui sur le webinaire, puis à aider des entreprises comme Métallus, comme les autres entreprises qui veulent innover, à faire des choses vraiment extraordinaires dans le numérique. Alors, on vous invite à le faire, puis on vous souhaite un bon webinaire. On est content que vous soyez tous là. Exactement, puis vous allez pouvoir retrouver Ginny avec Vincent Thomaset justement dans une des salles virtuelles ensuite. Donc toutes les questions que vous n'osez pas poser, vous allez pouvoir le faire sur les questions de financement et il y aura des réponses, j'en suis persuadé. Notre prochaine invité, Juliane Lucchesi du Santec. Juliane, vous êtes responsable des partenariats corporatifs et du développement des affaires pour le Santec. Votre mission est de développer des relations d'affaires à forte valeur ajoutée pour les entreprises qui sont accompagnés par le Santec et pour favoriser les collaborations avec les acteurs de l'innovation au Québec et à l'international. On l'a vu dans le petit vidéo dans la salle d'attente avant le webinaire. Et depuis l'automne 2020, Juliane, vous êtes chargée de promouvoir le UBIA, l'initiative intelligence artificielle du Santec qui vise à favoriser l'adoption de l'intelligence artificielle chez les entreprises québécoises et en particulier les PME. Donc Juliane, le Santec et ce hub, vous allez nous en dire un petit peu plus.
Oui, super. Merci Frédéric pour l'introduction. Alors, je vais juste regarder les... Ouais, parfait. Donc, premièrement, pour un petit peu expliquer qu'est-ce qu'est le Santec et qu'est-ce qu'un incubateur d'entreprise, parce que c'est pas quelque chose de très commun dans le milieu de l'industrie. Donc, on accompagne des jeunes, en français, on dit jeunes pousses. Donc, j'ai mis le terme et je peux vous donner une rapide définition que vous retrouvez dans le dictionnaire. C'est des entreprises innovantes et dynamiques qui sont lancées depuis peu et promises à une croissance rapide. Donc, chez nous, au Santec, on accompagne notamment les jeunes pousses qui développent des innovations technologiques. Donc, Santec, c'est important de mentionner, on est une OSBL fondée par l'ETS en 1996, donc qui a accompagné depuis des années un des premiers incubateurs au Québec, des entrepreneurs québécois à développer des solutions technologiques et à les commercialiser. Alors, bon, la première slide est vite passée, mais pour résumer notre écosystème, donc on a des programmes d'accompagnement pour ces jeunes pousses, donc notamment des programmes courts et un programme plus long, on parle d'incubation. On est sur le campus de l'ETS, donc on est proche de talents qui soit deviennent des entrepreneurs, soit des employés de jeunes pousses ou de grandes entreprises qui sont proches de notre écosystème. On a bien sûr des technologies et plus récemment, nos jeunes pousses, lorsqu'elles développent des nouvelles technologies, elles ont besoin de clients. Donc, on a décidé de créer notre Collision Lab, qui est un lab d'innovation corporative où on va rassembler des grandes entreprises ou entreprises intermédiaires qui ont la volonté d'intégrer des solutions technologiques de start-up. On peut passer à la seconde slide, c'est parfait. La seconde slide, je veux juste vous donner un petit ordre d'idée de type de compagnie, de start-up dans le domaine de l'industrie 4.0 parce que, comme ça a été mentionné par Vincent de Producti Québec, on a en effet pas mal de compagnies au Santec qui développent des nouvelles solutions à destination d'entreprises manufacturières. Donc, ça peut être des solutions qui ont pour but de réduire les coûts, optimiser les processus ou améliorer la productivité chez ces entreprises manufacturières. Et je vous laisse regarder quelques exemples de compagnies qui sont passées dans nos programmes, que ce soit au niveau de la surveillance en contrôle en temps réel, de l'interconnexion des équipements avec des capteurs, de la robotique, de l'impression 3D, ou d'autres logiciels qui viennent aider à augmenter la productivité des compagnies. Voilà. On pourra en aller plus en détail lors de la breakout room. Oui. Mais pour terminer, parce que je sais que le temps file et on a encore des intervenants. Rapidement, le Hub IA, qu'est-ce que c'est? Donc, dans le cadre de notre programme corporatif, on a eu une forte demande d'entreprises qui gravitaient autour de notre réseau pour de l'éducation autour de l'IA, c'est-à-dire comprendre concrètement qu'est-ce qu'est l'IA et comment on peut l'exploiter dans notre compagnie, comment on peut valoriser nos données. Et comme l'a dit Vincent, avant de vouloir valoriser des données, il y a des étapes. Mais ces compagnies qui sont rendues à cette étape, donc on peut penser à des compagnies qui veulent avoir des outils de prise de décision autonome. On l'avait vu dans le baromètre STIC de Pierre Laurent, c'était 12% qui prévoyaient d'intégrer d'ici un an. Donc, ces compagnies manufacturières-là, on serait capable de les aider pour les former, les aider à structurer des projets concrets en IA, donc faire des séances d'idéation et auditer les données, livrer une preuve de concept et les aider à des applications pour des programmes de financement qui pourraient être aussi, s'il y a du collaboratif avec partenariat de Prompt d'ailleurs. Donc, vous voyez rapidement la méthodologie que j'ai expliquée ici. Si vous êtes curieux d'en savoir plus, on pourra en parler par la suite dans le réseautage ou vous pouvez aussi me contacter sur LinkedIn, Julian Lucchesi du Santec, ça me fera plaisir d'en parler. Voilà. Donc Frédéric, je ne veux pas prendre plus de temps, je sais que Merci Julian. Non, voilà. C'était passionnant. Le Santec, c'est un incontournable de l'écosystème d'innovation au Québec. C'est important que vous soyez là. Puis merci beaucoup d'être présent, puis de rester ensuite à la disposition pour toutes les questions qu'on va pouvoir vous poser dans la salle virtuelle. Merci Julian. On se retrouvera plus tard. Notre dernier invité, Monsieur Carl Fugère. Bonjour Carl. Comment allez-vous? Bonjour Frédéric, ça va bien? Ça va bien, merci beaucoup. Bon matin. Carl, vous représentez le REAI, le regroupement des entreprises en automatisation industrielle. On va dire que vous êtes un peu un entrepreneur en série au cours des 19 dernières années. Mais ce qui nous intéresse ce matin avec le REAI, c'est plutôt ce que vous avez engagé avec l'usine bleue, une usine virtuelle où les produits sont les entreprises manufacturières. Et on va vous laisser nous parler de l'usine à manufacture, l'usine bleue. Et je vais tout de suite vous laisser la parole qui va être la clôture de notre webinaire.
Merci beaucoup, Frédéric, de me permettre de terminer cette belle journée en beauté. En fait, je tiens à souligner l'excellent travail de mes coéquipiers qui ont savamment présenté de la belle information. Puis nous, au RAI, on a on a cet objectif-là avec notre projet de l'usine bleue, d'être une plateforme de transformation qui augmente la productivité des entreprises innovantes du Québec. On parle beaucoup d'innovation, on parle beaucoup de collaboration. Puis comme le disait si bien Hélène, en fait, la collaboration est au cœur de l'innovation. Donc, si on veut arriver à collaborer, il faut s'appuyer sur un réseau, sur tout l'écosystème qui peut venir en aide, qui peut nous entourer. Puis nous, à RAI, on a 130 leaders qui est mobilisé en ce moment dans différentes cellules collaboratives. On couvre les 17 régions en initiative du Québec. Donc, si vous avez besoin d'intervenants locaux, de savoir-faire, de technologie, on couvre toutes les régions du Québec. On est également multisectoriel, donc tous les secteurs là, agroalimentaires, pharmaceutiques, transformation métallique. Je nommerai pas tous parce qu'il y a plusieurs secteurs à fort potentiel en ce moment. Et également, on est multiprocédé, tant au niveau de l'ingénierie, des technologies, AI, Big Data, les logiciels, donc tout l'écosystème finalement là, au domaine privé. Et également, on a des organismes aussi qui sont membres chez nous. Donc, sans plus tarder, en fait, l'usine bleue, oui, c'est une plateforme collaborative dans laquelle on a comme pour mission, en fait, de fédérer l'écosystème. On veut être un super mailleur, en fait, de tous les intervenants de l'écosystème parce que trop souvent, des fois, heureusement, il y a des journées comme aujourd'hui avec des webinaires super intéressants qui nous montrent les différents intervenants, mais souvent, l'entreprise est un peu laissée à elle-même et elle rentre un peu dans les 12 travaux d'Astérix, là, où ce qu'on se promène d'un étage à l'autre. Des fois, on ne sait pas nécessairement par où commencer. Puis nous, on s'est donné comme mission d'aiguiller ces entreprises-là vers les bons intervenants qui sont dans notre écosystème et qui ne sont pas nécessairement encore membres chez nous, mais on a pour objectif vraiment de permettre à ces entreprises-là de trouver les bons intervenants versus ce qu'ils ont vraiment besoin. Donc, on les rencontre, on leur fait une belle qualification, on prend le temps de les écouter, puis on leur propose également un jumelage intelligent dans cette plateforme-là. On leur propose également de collaborer dans des cellules collaboratives que je vais avoir la chance de vous expliquer un petit peu plus loin dans une autre slide. Ensuite, on leur propose également des kiosques interactifs. Donc, un peu comme ici aujourd'hui, on est dans une plateforme où on a comme par exemple un de nos membres qui est VKS. D'ailleurs, VKS a participé à implanter en fait une des technologies qui existent en ce moment dans l'entreprise de Monsieur Audet. Puis, on peut discuter directement, échanger dans une salle comme ça avec plusieurs personnes, dont les intervenants de cette entreprise-là, pour découvrir un peu, soit faire des ateliers ou découvrir c'est quoi leur technologie, faire des démonstrations. Ensuite, on organise aussi des groupes de discussion parce que pour nous, les technologies, c'est super, mais en fait, c'est juste un outil qui nous permet d'atteindre nos objectifs d'affaires. L'important, c'est l'humain. L'humain doit être au cœur de nos stratégies de transformation parce que c'est l'humain qui va faire en sorte dans les entreprises que les projets de transformation vont bien se dérouler, donc va donner des succès ou va donner des échecs. Donc, l'humain doit être au cœur de nos stratégies. Puis nous, avec cette plateforme-là, on veut surtout, entre autres, favoriser l'échange, favoriser le partage, les connaissances, les discussions, puis surtout arriver à déclencher des projets de transformation numérique et d'automatisation, évidemment. Et dans ces journées-là, on axe beaucoup aussi sur pouvoir donner des ateliers, des conférences. Donc, on axe beaucoup sur le transfert de connaissances, l'éducation, la démocratisation de tous les procédés qui peuvent exister ou des intervenants. Puis ensuite, on est en train de mettre en place un projet d'expérience en usine 3D. Parce qu'on sait, avec la pandémie maintenant, on organisait souvent par le passé des visites d'usine parce qu'on sait, M. Audet a fait plusieurs visites d'usine avant de décider les bonnes technologies, qu'est-ce qu'il devrait faire comme choix. On a besoin d'échanger, on a besoin de découvrir. Puis nous, on s'est donné comme mission de bâtir ces usines en 3 dimensions-là, où ils peuvent être regardés avec des casques de réalité virtuelle ou carrément en mode 2D à l'écran, mais où ce qu'on peut explorer. Fait que là, j'aimerais juste prendre une petite minute. En fait, j'ai un court vidéo à vous montrer de ce que l'expérience 3D peut donner. Je vous la donne, la minute, avec plaisir. Parfait. Non, mais en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que ça va surtout servir de démonstrateur, en fait. Donc, l'objectif dans les différents créneaux, donc autant agroalimentaire, transformation métallique, ainsi de suite, l'idée, c'est de démontrer des chaînes de production pour que les gens puissent voir concrètement qu'est-ce que ça donne dans la réalité sans avoir nécessairement à se déplacer.
Donc, on voit ici, là, on a un exemple de quelqu'un avec un casque de réalité virtuelle. Donc, l'idée là-dedans, c'est de pouvoir regarder différents procédés. Comme là, on aurait, par exemple, une ligne de production qui fabriquerait des pots de yogourt, par exemple, ou des pots de yogourt-yop. Puis là, on aurait un système de contrôle qualité avec de la vision intelligente. Ensuite, on pourrait aller facilement se promener dans la section robotique qui fait en sorte qu'il envoie toutes les pots sur des boîtes, en fait, un empaqueteur, si on veut. Puis après ça, ça mènerait vers un palettiseur qui enverrait. Donc, on peut aussi isoler différentes cellules, donc différents procédés avec ces usines 3D-là qui nous permettent de montrer différentes sortes de technologies qu'on aurait besoin de comprendre, qu'on aurait besoin de découvrir sans avoir nécessairement à quitter notre salon, à quitter notre bureau, parce qu'on sait qu'on est en mode en ce moment un peu en isolement, donc ça devient un petit peu plus difficile des fois d'organiser des visites d'usine. Mais je tiens à préciser aussi, quand on va tomber en mode présentiel, donc quand on va avoir heureusement mis probablement la pandémie derrière nous, on va pouvoir quand même continuer en mode hybride, où ce que dans le meilleur des mondes, des fois, quand on peut découvrir des choses sans avoir à se déplacer, c'est l'idéal, mais en même temps aussi, on veut continuer à favoriser ce présentiel-là. Donc, on veut vraiment arriver à mettre la belle couche numérique qu'on a réussi à bâtir dans les derniers mois avec la couche réelle, si on veut. Et on s'entend, Carl, ce qu'on est en train de voir à l'écran là actuellement, pour pas faire peur à nos amis entrepreneurs qui nous regardent, c'est bien entendu, il y a des étapes auparavant à accomplir avant d'arriver à une transformation telle que vous l'avez démontré là. Non, tout à fait. Tu fais bien de le souligner, Frédéric. En fait, tout commence en fait par une bonne planification stratégique. Hein. C'est sûr et certain, là, nous, on montre un peu l'équation finale. Hein. C'est comme n'importe quoi. Quand on scénarise un film, c'est important de savoir comment que notre film va se terminer. Hein. C'est important de savoir où est-ce qu'on veut aller. Mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même faire les premières étapes, de commencer à lire le premier chapitre, le deuxième, le troisième. Donc, c'est une suite logique des choses, mais c'est quand même important, pareil, d'avoir une vision d'ensemble, hein, parce que souvent, on le voit, il y a plusieurs entreprises qui nous contactent là pour qu'on les aide, qu'on les accompagne. Puis des fois, ils ont le nez trop collé sur l'arbre, mais ils ne voient pas la forêt. Mais des fois, c'est important de s'élever à 10 000 pieds d'altitude, comme on dit, pour essayer de voir cette fameuse forêt-là. Puis après ça, redescendre tout le temps au plancher des vaches, comme on dit, puis s'en aller au bon endroit, au bon moment, puis de les faire rencontrer les bons intervenants en bout de ligne. Fait que si on veut l'illustrer rapidement comme ça, nous, on veut transformer les PME en mode 4.0. Puis avec l'usine bleue, on l'a pris pas juste au sens d'une usine bleue. En fait, on veut bâtir carrément une usine avec l'écosystème, de devenir un super mailleur. Donc ça implique évidemment tous les centres de recherche, comme on a vu tantôt, le Productique Québec, le CRIC, le CNRC, ensuite tous les écosystèmes d'accompagnement, le Prompt, le STIC, toutes ces, nous-mêmes, on fait partie de cet écosystème-là. Tout ce qui est les programmes de financement, les programmes de subvention du gouvernement, les institutions financières, évidemment, l'investissement privé, le capital de risque. Ça, c'est vraiment la première ligne de feu, en fait, là, pour quand les gens on cherche des solutions, cherche où qui s'adresser. Puis ensuite, vient l'étape, nous, on veut fabriquer un flot de transformation avec cette chaîne de valeur-là collaborative de l'usine bleue, parce qu'on axe beaucoup sur la collaboration, on veut fédérer l'écosystème. Puis, évidemment, l'autre étape d'après, c'est vraiment faire toute la planification stratégique, s'assurer qu'il y a du bon leadership à l'intérieur de l'entreprise. Ensuite, je ne les passerai pas tout en détail, mais l'idée là-dedans, c'est d'expliquer qu'on a une certaine chaîne de valeur, une chaîne d'intervenants qui interviennent dans différents degrés, différents endroits dans l'entreprise. Puis évidemment, c'est pas une suite logique nécessairement qui s'adresse à tout le monde. C'est pas un one size fit all comme on dit là, si bien là, l'expression française comme on pourrait si bien dire, mais dans le sens que c'est tout dépendamment de ce que l'entreprise elle se situe dans son degré de maturité numérique, dans son degré de transformation. Donc il y a des entreprises des fois qui nous arrivent, puis ils ont déjà tout fait leur planification stratégique, ils ont déjà fait un audit, ils ont déjà fait toutes les étapes au préalable. Donc, on les envoie vraiment vers les bons intervenants dans la bonne étape de ce qu'ils ont besoin d'avoir. Donc, nous, on est un super aiguilleur, on est un super mailleur. On est là pour démocratiser tout ça, enseigner, éduquer. On veut créer excessivement beaucoup de contenu avec nos membres. Donc, il n'y a rien de mieux que les personnes sur le terrain qui connaissent les vraies réalités des entrepreneurs pour leur enseigner, leur démocratiser leur processus, leur savoir, leur façon de faire. Puis comment qu'on fonctionne assez rapidement
rapidement. On prend l'exemple d'une entreprise qui serait dans le domaine agroalimentaire. Ben, là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient la mettre au cœur d'une cellule, en fait, de collaborateurs. Puis, si on se rend compte, après avoir discuté avec elle, exemple, qu'elle n'a pas fait encore d'audit, elle n'a pas fait encore sa planification stratégique ou son plan de transformation, ben nous, dans notre réseau, on cible des partenaires potentiels, puis on organise des rencontres dans notre plateforme pour lui permettre assez rapidement, très, très rapidement, de rencontrer plusieurs intervenants dans son créneau très spécifique qui peuvent l'aider, qui peuvent la supporter là-dedans. Puis après ça, ben, on fait la même chose si elle a besoin de financement, subvention. Nous, on est au courant pas mal de tout ce qui se fait dans le marché, puis là, c'est juste des exemples, là, parce qu'il ne faut pas que les gens prennent ça au pied de la lettre. C'est juste des exemples assez à vol d'oiseau pour montrer que l'idée là-dedans, c'est de créer un certain continuum, puis une certaine cohésion aussi dans les différents intervenants qui vont intervenir dans cette entreprise-là. Donc, on veut éviter, en fait, les mauvais choix qui peuvent être faits, qui peuvent peut-être nous handicaper dans d'autres étapes par la suite. Donc, rapidement, c'est pas mal ça, je te dirais. Eh ben, écoutez, on va pouvoir, de toute façon, Carl, vous retrouver là dans les quelques minutes dans la salle virtuelle que nous avions mis en place. Donc, on va pouvoir passer aux salles virtuelles. J'aimerais vraiment vous remercier tous. Merci, Carl, énormément. Remercier tous nos conférenciers, Pierre-Laurent Boudria, Sylvain Audet, Hélène Mosconi, Vincent Thomasset, Ginny Plourde, Luc Sirois, Juliane Lucchesi, Audrey Bonin et Carl. Comme je le dis, vous allez pouvoir les retrouver tous dans quelques instants avec nos experts de chez Prompt. J'aimerais remercier tous nos partenaires de diffusion aussi et nos partenaires chez Prompt qui nous ont permis de soutenir la diffusion de l'information. J'aimerais remercier parce que le webinaire d'aujourd'hui a été préparé, éditorialisé d'une main de maître par Sandra Droyon qui est derrière son écran d'ordinateur. Elle est soutenue par Julie Blodin de T aussi et Alice Noulin de l'équipe des communications aussi pour tout l'environnement graphique. Avec moi, j'ai j'ai Denis Villeneuve et Xavier Dolan qui sont derrière leurs caméras. C'est Alexandre Sheldon et Stefano Pantaluelli. Merci à tous, merci énormément et je vous propose de nous retrouver pour le prochain webinaire. Mais en attendant, allez tous dans nos salles virtuelles. À très bientôt.